reprend nos activités dans cette commission d'enquête et permettez-moi de saluer aujourd'hui notre collègue Antoinette Guhl, donc mes chers collègues, qui est l'auteur bien sûr du rapport d'information de la Commission des affaires économiques sur les politiques publiques en matière de contrôle du traitement des eaux minérales naturelles et de sources déposé le 16 octobre dernier. Mais, ma chère collègue, la règle des commissions d'enquête étant de prêter serment avant d'être entendu, je suis tenu de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Écoutez, je remercie beaucoup Madame Guhl. Donc, comme vous le savez, mes chers collègues, le Sénat a constitué le 18 janvier dernier une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille et les responsabilités des pouvoirs publics dans les défaillances du contrôle de leur activité, de la gestion des risques économiques, patrimoniaux, fiscaux, écologiques et sanitaires associés. Je rappelle à ceux notamment qui nous écoutent ou nous regardent qu'au début de l'année 2024, la presse s'est fait l'écho de pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur des eaux minérales naturelles et de source. Progressivement, l'opinion publique a appris que ces pratiques et d'autres, comme des forages illégaux, existaient depuis plusieurs années et que l'État avait connaissance de certaines d'entre elles depuis au moins 2020. Notre commission d'enquête a pour objet de faire la lumière sur ce dossier. Votre rapport d'octobre dernier, chers collègues, apporte de nombreuses informations sur la gestion par les pouvoirs publics de cette séquence engagée dès 2020. Il est pour nous un point de départ très utile. Vous avez mis au jour de nombreux éléments concernant les pratiques et les fraudes des industriels des eaux embouteillées, le fonctionnement du dispositif de contrôle et la réaction des autorités administratives et politiques tout au long de la séquence. C'est pourquoi il nous semblait essentiel de vous entendre pour poursuivre et élargir les investigations au sein de cette commission qui dispose de pouvoirs d'enquête particuliers. Quelles sont les pratiques dysfonctionnements des industriels sur lesquels vous vous êtes concentrés? Comment les expliquez-vous? Aujourd'hui, il semble que les pratiques en question aient cessé. Comment s'est déroulée la mise en conformité des industriels sous l'égide de l'État? Y a-t-il des axes qui, compte tenu de votre expérience, mériteraient de faire l'objet d'un examen approfondi? Pouvez-vous nous présenter les recommandations de votre rapport pour éviter que de telles pratiques ne se reproduisent plus et pour restaurer la confiance du consommateur, ainsi que leur réception par les pouvoirs publics? Nous vous proposons de dérouler cette audition en 2 temps. Je vais vous laisser la parole, chers collègues, pour une présentation de 21 minutes concernant vos travaux menés en juin et octobre dernier. Et puis je laisserai à mes collègues, en particulier à notre rapporteur, vous poser d'éventuelles questions pour une durée de 15 minutes jusqu'à 17 heures. Donc, Madame Guhl, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc, je vous fais effectivement je vous rends compte de la mission d'information flash que j'ai réalisée entre juin 2024 et octobre 2024, après en avoir eu le mandat par la Commission des affaires économiques à qui j'avais demandé en janvier 2024 de pouvoir réaliser, qu'il soit réalisé une mission d'information flash suite, bien entendu, aux révélations journalistiques. Alors, en préambule, je voulais dire que les Français avaient une relation très particulière avec l'eau minérale naturelle, puisque la consommation d'eau minérale naturelle est environ de 9 milliards de litres d'eau consommée en France, que nous sommes également 9 milliards de litres d'eau consommée en France, que nous sommes également, alors on arrive derrière les Italiens et les Allemands pour l'Europe, mais on est très haut dans ce classement, que nous sommes le premier exportateur au monde d'eau minérale embouteillée et que le chiffre d'affaires du secteur avoisine les 3,5 milliards d'euros. C'est dire que c'est quand même un sujet important qui touche un pan important de notre économie, ce qui veut dire du chiffre d'affaires, mais ce qui veut dire aussi des salariés, des territoires qui sont concernés. Et donc, il faut y apporter une attention toute particulière lorsqu'on traite ce sujet-là, comme tous les sujets importants. Les eaux minérales naturelles sont plébiscitées pour leur composition,
Elles ont également un aspect thérapeutique puisqu'elles sont reconnues par l'Académie de médecine. Et c'est d'ailleurs ce qui fait d'elles aussi des eaux qui peuvent être adaptées à l'alimentation et à la nourriture à la boisson pour nourrissons. Ça, c'est quand même assez important. Et en fait, ces spécificités-là, reconnues par l'Académie de médecine, découlent d'une définition très stricte de ce que sont les eaux minérales naturelles et de source. Cette définition stricte, elle repose dans le nom, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois minérales et naturelles, qu'elles ont une minéralité, c'est-à-dire qu'elles sont composées d'un certain nombre de minéraux et d'oligo-éléments, mais également qu'elles ont une naturalité, c'est-à-dire qu'elles émanent pour les eaux minérales naturelles d'une source d'eau souterraine et qu'elles sont naturellement pures, qu'elles ont une pureté originelle. Le concept de pureté originelle est très important dans la suite de cette étude et de cette mission d'information, parce que, et vous allez le voir, c'est parce qu'elles ont une pureté originelle qu'en fait aucun traitement ne doit être appliqué à ces eaux minérales naturelles avant qu'elles ne soient consommées. C'est-à-dire qu'on ne lui impose pas les traitements que l'on impose par exemple à l'eau du robinet, qui est une eau rendue potable par traitement. Ces éléments sont un argument de vente. C'est pour ça que les minéraliers peuvent vendre 200 fois plus cher des eaux minérales que de l'eau du robinet. Donc, il y a un effet économique important. Et je dirais également que la pureté originelle, c'est ce qu'on a vu hier, génère aussi une exigence environnementale, puisque de fait, les captages sont protégés. Nous avons vu, c'est ce que disait notre intervenant de BRGM, pour les captages de Vittel et de Contrex. Donc, la pureté originelle des eaux minérales naturelles a un triple avantage, médical, c'est-à-dire sur la santé, ou thérapeutique, économique, de manière certaine, et puis environnemental également. En janvier 2024, il y a donc cette enquête des deux journalistes, Marie Dupin et Stéphane Foucard, qui a un peu bousculé le secteur des eaux minérales, puisque l'enquête révélait que pendant des années, les eaux minérales naturelles étaient vendues, alors même qu'elles n'avaient pas la qualité d'eau minérale naturelle, puisqu'elles avaient été traitées. Les deux plus gros industriels des eaux minérales en France concernées sont Source Alma et Nestlé Waters. Source Alma qui fait cristalline et Nestlé Waters dont les marques sont Vittel, Evian, Vittel, Contrex, Epar et Perrier. Donc ça c'est pour Nestlé Waters. Donc ces pratiques ont fait l'objet de suites judiciaires sur lesquelles la mission d'enquête ne revient pas, bien sûr, puisque pour tout ce qui concerne Vittel, Contrex et Epar, il y a eu une action judiciaire, et donc vous savez que quand on a une mission d'enquête, eh bien on est dans le pouvoir législatif, et donc nous n'intervenons pas sur les questions judiciaires. Ce qui est frappant, c'est que sans cette enquête journalistique qui a mis à jour cette fraude, eh bien je pense que le grand public et nous-mêmes n'aurions jamais rien su de ce qui s'est passé sur ces eaux minérales naturelles. Or, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, et vous allez le voir, car il s'est passé énormément de choses. Alors, en 2020 pour le groupe Alma et en 2021 pour Nestlé Waters, c'est les dates à partir desquelles nous savons qu'il y a un problème dans ces deux groupes pour leurs eaux minérales naturelles. Alors, en 2020 pour le groupe Alma parce qu'il y a eu le signalement d'un salarié, en 2021 pour Nestlé Waters qui s'est auto-signalé auprès du ministère de l'Industrie pour convenir avec l'État d'une mise en conformité. Ça veut dire qu'ils sont venus voir l'État en disant « Eh bien, nous ne respectons pas la réglementation des eaux minérales naturelles et nous voulons faire un plan de transformation pour arriver à la respecter. » La mission d'information réalisée, elle se concentrait sur la gestion de la séquence par les pouvoirs publics. Comment expliquer que de telles pratiques existaient alors même que Nestlé Waters est allé voir la ministre pour lui signaler qu'il ne respectait pas la réglementation. Vous pouvez nous préciser quel ministre? La ministre? Oui, bien sûr, mais je vous le détaille après puisque je vous donne les... Oui, c'est Agnès Pannier-Runacher qui, à ce moment-là, avait en charge les questions de consommation au ministère de l'économie. Donc,
Donc, ils sont allés voir effectivement Nestlé Waters en 2021, et donc ça a quand même perduré pendant des années. Donc, moi, la question qu'on s'est posée, c'est comment de telles pratiques ont pu perdurer alors même que les ministres savaient, que l'État savait, que les services savaient et qu'une série de contrôles ont été faits. Donc moi j'ai essayé de mettre à jour ce qu'ont fait les pouvoirs publics depuis le moment où ils ont été informés de ces pratiques et puis après comment on tirait les enseignements pour que ces fraudes ne se reproduisent plus. Donc pour répondre à ces questions, j'ai mené 25 auditions, interroger plus de 35 personnalités dans ce dossier, donc bien sûr les industriels concernés comme les industriels non concernés, donc j'ai interrogé beaucoup de minéraliers, également les syndicats des eaux minérales naturelles, j'ai interrogé des experts hydrologues, les administrations compétentes, et ça va des préfets aux ARS, en passant par l'ANSES, par la DGCCRF, etc. J'ai interrogé la ministre, des membres des cabinets ministériels, y compris le directeur de cabinet de la Première ministre, la Commission européenne, des associations et les journalistes à l'origine de l'enquête. Au cours de ce travail, j'ai donc fait un travail d'information, d'assemblage d'informations et de reconstitution de tous les épisodes de la séquence qui a été absolument confidentielle. Je vais donc tenter de vous restituer... Je vous en prie. Je vais donc tenter de vous restituer l'enchaînement des événements. Donc en 2020, nous avons un salarié du groupe Alma qui signale le recours à des traitements interdits, donc Alma c'est cristalline, qui signale le recours à des traitements interdits à la DGCCRF. Le service national d'enquête, qui dépend de la DGCCRF, mène l'enquête qui débouche sur un signalement au procureur en juillet 2021. En août 2021, donc le mois qui suit le signalement au procureur, Nestlé Waters sollicite le cabinet de la ministre, Agnès Pannier-Runacher, sollicite le cabinet de la ministre pour un rendez-vous qu'il qualifie d'urgent et signale, non pas à la ministre directement, mais à son cabinet, ainsi qu'à la DGCCRF qui était présente à ce rendez-vous, signale qu'ils ne respectent pas la réglementation et que les eaux qu'ils mettent en vente subissent des traitements qui ne sont pas conformes à la réglementation. Lampe à UV et filtre à charbon actif. Et il demande à l'administration la validation pour utiliser un traitement alternatif et demande à mettre en place un plan de transformation qui est élaboré, et vous le verrez par la suite. Donc la DGCCRF remet les conclusions la deuxième quinzaine de septembre à la ministre et elle lui recommande notamment d'associer le ministère de la Santé. Là, la ministre associe le ministre de la Santé, qui est à ce moment-là M. Véran, compte tenu de sa compétence en matière de contrôle des eaux minérales naturelles. Parce qu'il faut savoir que pour les eaux minérales naturelles, le contrôle est quand même réparti entre le ministère de la Santé et les ARS et la DGCCRF. Donc deux ministères différents qui contrôlent avant embouteillage et après embouteillage. Plusieurs réunions entre ces ministères ont lieu, qui donnent en novembre 2021, donc là on était en août 2021, Nestlé rencontre la ministre, la DGCCRF travaille sur le sujet et rapprochement avec le ministre de la Santé. En novembre 2021, il y a une lettre de mission qui est donnée à l'IGAS pour mener une inspection importante, inspection que vous connaissez puisqu'elle est en libre service depuis 2024, depuis que tout cela a été mis au grand jour. Et cette inspection de l'IGAS dit que dans près de 30% des cas, il y a non-conformité entre ce qui est vendu et les arrêtés préfectoraux, je vais dire, entre ce qui est vendu et ce qui devrait être vendu. Donc, ce n'est pas toujours des non-conformités qui signifient des fraudes. Des fois, c'est des non-conformités qui sont un peu administratives. Donc, le 30% qui a l'air comme ça de concerner vraiment beaucoup de minéraliers, en fait, ne concerne pour une question de fraude que beaucoup moins d'eau. C'est non-conformité, ça peut être des imprécisions, ça peut être des anciens arrêtés préfectoraux, etc., ou des traitements explicitement interdits. Et nous, c'est à ça qu'on s'intéresse. Donc, dans tous les cas, on sait qu'il y a des limites dans le contrôle parce qu'il y a des fragmentations importantes entre les ARS, la DGCCRF
Et puis surtout parce que la DGCCRF dit clairement qu'ils sont impuissants face à des pratiques délibérées de dissimulation. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand il y a eu des inspections, eh bien, les filtres étaient cachés dans des armoires électriques, donc qui ne devaient pas être contrôlés. Donc les contrôleurs, ma foi, n'y avaient pas accès. Il y avait... dans les dires, dans ces différentes auditions, effectivement une impossibilité pour les contrôleurs de réellement voir qu'il y avait fraude. Et en fait, si la DGCCRF n'avait pas travaillé en amont auprès des fournisseurs de filtres, sans doute n'aurions-nous jamais su qu'il y avait fraude. Le rapport de l'IGAS souligne aussi la généralisation d'un traitement avec un statut spécifique qui est la microfiltration. La microfiltration consiste en fait à faire passer l'eau, qu'elle soit minérale ou non, dans des filtres plus ou moins fins. Or, la microfiltration est autorisée pour une eau minérale, ça c'est dans sa définition, tant qu'elle ne modifie pas le microbisme de l'eau, la composition microbiologique de l'eau. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être trop fine parce que là, elle va aller modifier la composition microbiologique de l'eau. Or, ni la réglementation européenne ni la réglementation nationale ne précisent exactement quel est le niveau de microfiltration qui modifie le microbisme de l'eau. Et c'est là-dessus que vont aller se baser un certain nombre de parties prenantes pour dire écoutez, nous ne savons pas, alors nous demandons du 0,2. C'est ce qui est demandé par Nestlé Waters dans le plan de transformation, c'est-à-dire, OK, on va arrêter, Nestlé Waters dit, on va arrêter tous les traitements interdits, par contre, vous nous autorisez une microfiltration à 0,2. Une microfiltration à 0,2, la demande est étonnante, d'après l'ensemble des auditions, elle est étonnante parce qu'à 0,2, on enlève une grande partie de bactéries et on peut laisser passer une série de virus. On enlève bien les bactéries, mais pas les virus. Donc, ça veut dire que quand on demande du 0,2, on sait que initialement, on a affaire à une émergence, c'est-à-dire à une eau qui n'est pas une eau pure originellement, mais bien une eau polluée, puisque une filtration à 0,2 constitue une dépollution. Est-ce qu'il vous serait possible rapidement de conclure, parce que je sens le rapporteur trépignant d'impatience de poser la question. Je vais conclure assez rapidement. Dans le Grand Est, on dit que les traitements interdits ont cessé à peu près fin 2022. Dans le Gard, pour Perrier, les traitements auraient été arrêtés le 10 août 2023. Donc vous voyez qu'entre août 2021 et août 2023, il s'est écoulé 2 ans. 2 ans pendant lesquels nous sommes certains que le gouvernement était informé. Nous sommes certains que les services de contrôle étaient informés, puisqu'en fait, à la fois l'IGAS, les ARS, enfin l'ARS des Vosges, l'ARS Occitanie ont travaillé et ont fait des contrôles, mais également la DGCCRF. Et dans le Gard, cet arrêt de traitement interdit sur le site de l'ARS Vergès est constaté, disons, en août 2023. Je dis disons en août 2023, vous allez dire, parce que je me permets d'émettre quand même quelques bémols sur la certitude de l'arrêt des traitements, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est sans doute un des éléments importants qu'il nous faut regarder. Dans le plan de transformation de Perrier, de Nestlé Waters, il y avait la volonté de créer une nouvelle marque qui était une marque d'eau de boisson. L'eau de boisson, c'est de l'eau rendue potable par traitement, c'est-à-dire l'équivalent de l'eau du robinet, qui, elle, est rendue potable par traitement. C'est-à-dire de dire, pour Perrier, Perrier va créer une marque nouvelle qui s'appelle Maison Perrier, qui ne sera pas de l'eau minérale, mais qui sera de l'eau rendue potable par boisson. Puis, à côté, il y aura Perrier, celle que vous connaissez. Alors, Maison Perrier, c'est une bouteille verte avec une étiquette jaune, et Perrier, c'est une bouteille verte avec une étiquette verte.
mais on voit bien qu'il y a quelque chose de commun, c'est la même bouteille, la même forme de bouteille, c'est un peu le même design sur l'étiquette, mais ça n'est pas du tout la même qualité d'eau, puisque ce que je vous ai dit au début, c'est que de l'eau minérale naturelle, c'était de l'eau qui était pure originellement et qui n'avait pas subi de traitement. Ici, nous sommes dans une eau, pour Maison Perrier, dans une eau qui a subi des traitements et qui est rendue potable par traitement. Donc une eau qui au départ n'était pas pure et est rendue potable par traitement. Si bien que les puits qui ont été déclassés parce que l'émergence n'était pas assez pure se sont retrouvés à alimenter Maison Perrier. Voilà, ce plan de transformation, c'est important d'entendre qu'il intègre en fait un type d'eau qui est de moindre qualité que l'eau minérale naturelle Perrier, et c'est important de l'entendre parce que de là vont arriver un certain nombre de doutes. Et le doute vient du fait qu'il n'y a pas à Perrier, sur le site de Perrier, il n'y a pas de traçabilité possible. C'est-à-dire que quand il y a eu des enquêtes inopinées de la part des services de l'État, de la DGCCRF et des ARS, eh bien Perrier n'était pas en mesure de dire si l'eau qui s'écoulait dans les tuyaux qui étaient devant eux ou l'eau qui était dans les cuves était de l'eau Maison Perrier ou de l'eau minérale naturelle Perrier. Or, il y a une grande différence entre les deux, c'est ce que je vous expliquais. Dans un cas, nous avons affaire à de l'eau pure à l'émergence, dans l'autre, nous avons affaire à une eau qui a pu être polluée et qui est traitée. Et donc, ça n'est pas du tout la même chose. Voilà donc pourquoi je dis que ce sujet de la traçabilité des eaux minérales, puisqu'on a autorisé Perrier à avoir sur le même site la production de deux types d'eau dont la qualité est très différente, encore faut-il qu'il puisse y avoir une traçabilité pour nous assurer qu'il n'y a aucune fraude et qu'on n'est pas en train de boire de l'eau Maison Perrier sous une étiquette Perrier eau minérale naturelle. Voilà ce que je pouvais dire. J'ai fait un certain nombre de recommandations, une dizaine, qui visent, à clarifier. Premièrement, il y a en fait 4 axes. Le premier, c'est de clarifier le cadre juridique, qui n'est pas quand même tout à fait clair. Il y a un cadre européen, puis qui est repris au niveau national. D'ailleurs, on a eu un audit de la Commission européenne qui a été très, très sévère sur l'affaire Nestlé. Donc, clarifier le cadre juridique. Est-ce que la microfiltration autorisée, c'est du 0,8 où on accepte de descendre à 0,4 pour des dérogations exceptionnelles? Parce qu'il peut y avoir des dérogations, y compris dans l'eau minérale naturelle, qui peut avoir des minéraux un peu trop importants. Par exemple, on peut avoir des petites particules d'argile qu'il faut filtrer et filtrer un peu plus. Donc, on peut utiliser du 0,4 dans de l'eau minérale naturelle dans certains cas. Et ça, c'est autorisé. Il faut également renforcer la fréquence, l'intensité et le caractère dissuasif des contrôles, mais aussi le caractère inopiné, parce qu'il faut quand même savoir que le dernier contrôle qui s'est opéré chez Nestlé Waters, les contrôleurs ont attendu 1h30 devant la porte avant de pouvoir rentrer. Or, un contrôle inopiné, ce n'est pas un contrôle où on attend devant la porte que l'entreprise fasse je ne sais pas ce qu'elle a à faire. Quand on n'a rien à cacher, eh bien, on ouvre la porte aux contrôleurs et on les laisse contrôler. Là, ça n'a pas été le cas. Et donc, dans mes recommandations, je précise effectivement qu'il est important de faire des contrôles inopinés plus importants, plus fréquents, et également d'avoir un caractère dissuasif des contrôles avec effectivement les sanctions qui s'imposent. Il y a également une série de recommandations sur l'information du consommateur, puisque quand même tout ça s'est produit sans aucune information du consommateur. Or moi je propose dans cette mission d'information, j'allais dire le name and shame, c'est-à-dire que quand on se rend compte qu'il y a un défaut de suivi de la réglementation, eh bien qu'il puisse être dit aux consommateurs quelle est l'entreprise qui fait défaut, de manière à ce que les consommateurs puissent consommer en étant informés. Et enfin, le quatrième axe de recommandation concerne le niveau de connaissance sur l'état de la ressource, puisqu'en fait, je pense qu'il faut que nous connaissions beaucoup mieux la ressource des minéraliers. Et nous l'avons vu hier, d'ailleurs, avec le BRGM, qui ne distingue pas les deux, donc
des nécessités d'études spécifiques sur la connaissance de la ressource des minéraliers. Voilà, globalement, je peux aller beaucoup plus loin, mais je sens que le temps est compté. Merci beaucoup. Alors, si vous préférez, pour laisser quand même le temps, notamment aux rapporteurs, pour poser toutes les questions qu'ils souhaitent, et vous, mes chers collègues aussi, pour en poser, j'ai décidé de manière très autoritaire d'accorder un quart d'heure de plus pour cette audition, pour permettre également de mieux maîtriser. Voilà, après, on essaiera de rattraper le retard. Mais bon, compte tenu qu'on n'a pas beaucoup d'activités dans l'hémicycle, donc on peut se permettre d'avoir un quart d'heure de retard. Vous êtes d'accord, monsieur le rapporteur? Et donc, je vous laisse la parole. Merci de votre autorité, du coup, monsieur le président. Autorité amicale. Tout à fait amicale. Et je voulais remercier également notre collègue Antoinette Guhl pour ce rapport, ce rapport de mission Flash, qui est vraiment le socle sur lequel nous construisons aussi cette commission d'enquête. Peut-être commencer sur la question de l'absence de suite corrective, ou pénale d'ailleurs, liée aux révélations qui ont eu lieu. Vous écrivez dans le rapport, le 31 août 2021, lors d'un entretien à sa demande avec le cabinet de la ministre de l'Industrie de l'époque, Nestlé Waters reconnaît avoir recours à des traitements interdits dans certaines usines de conditionnement d'eau minérale naturelle, comme des filtres à charbon actif et des traitements de lampes UV, et sollicite la validation de l'administration pour utiliser un traitement alternatif dans le cadre de ce qu'ils appellent un plan de transformation. Vous écrivez ensuite, la rapporteure déplore que des suites correctives, telles que des mises en demeure, de cesser les non-conformités en cas d'inexécution, la suspension de la production, l'obligation de consigner des sommes ou le prononcé d'une amende administrative n'ait pas été pris à l'égard des sites. Plus loin, vous dites encore, aucune mesure de suivi immédiat n'a été prise pour éviter la mise sur le marché d'eau minérale naturelle ne remplissant pas les conditions requises pour être commercialisée. Et donc, moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est comment vous expliquez ce choix de la part du gouvernement, parce qu'il existe pourtant des précédents qui sont certes anciens, comme la source des Ménétriers, qui a perdu son appellation d'eau minérale et qui a du coup vendu de l'eau de source, désormais, ou l'eau de Luchon, par exemple. Donc, comment vous expliquez le choix de ne pas recourir à la méthode soit du déclassement, soit de la mise en demeure? Et deuxième question adjacente qui là renvoie aux questions et aux obligations pénales des ministres. La ministre Pannier-Runacher, pour ne pas la citer, est informée d'illégalité. L'obligation qui lui est faite d'un point de vue légal et administratif, c'est bien par le code de procédure pénale, c'est bien d'en informer l'autorité judiciaire. Est-ce que vous avez eu avec la ministre la discussion aussi sur ce point pénal? Oui, bien sûr, puisqu'en fait, c'était aussi l'objet de cette mission d'information, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la ministre, lorsqu'elle en a été informée, et je dis la ministre, mais je vais dire les ministres, et je pourrais même aller jusqu'à la première ministre, puisque c'est arrivé jusqu'au cabinet de la première ministre, et j'ai audité son directeur de cabinet, donc tout le monde a bien été informé de cette fraude et de ce plan de transformation, et en fait, l'option qui a été prise n'a pas été... Alors, l'option qui a été prise a été de faire conduire une série de contrôles. Ça n'a pas été de ne rien faire. C'est ça qui est important quand même. Hein. Dans ce dossier, on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. On ne peut pas dire que les ministres concernés n'ont rien fait. Ça, ce serait une erreur. Puisqu'en fait, lorsque les deux ministres sont informés, la ministre, Madame Pannier-Runacher, elle demande à la DGCCRF de participer à l'entretien et lui demande de travailler sur le sujet de Nestlé Waters, puisque c'était en cours, puisqu'il y a eu cet aveu, et saisit l'IGAS quelques mois après, avec le ministère de la Santé, saisit l'IGAS pour conduire une enquête et pour comprendre ce qui s'était passé. Leur premier souci, et ça, tous les intervenants l'ont dit, c'est de s'assurer qu'il n'y avait pas de problème sanitaire. C'est-à-dire que l'eau qui était mise en vente ne comportait pas de problème sanitaire. Ça a été leur premier souci. Mais enfin, je maintiens le fait qu'il y ait une fraude aux consommateurs n'est pas tout à fait anodin, c'est-à-dire qu'on vend de l'eau minérale naturelle qui n'en est pas et on n'arrête pas la production. Donc ça, c'est un fait, ça n'a pas été arrêté parce que les ministres disaient avoir besoin de beaucoup plus
de beaucoup plus d'informations. L'information de savoir si la santé des Français était mise en danger, l'information de savoir si c'est une pratique qui était répandue et que d'autres minéraliers avaient, l'information de savoir si c'était ponctuel ou si c'était permanent comme procédé, etc., etc. Et donc c'est comme ça que, j'allais dire, les deux principaux contrôles ont travaillé. Pour Madame Pannier-Runacher, elle saisit la DGCCRF qui a des fonctions de police dans ce travail. Donc, en fait, elle saisit le service, j'allais dire, qui doit conduire les enquêtes et qui peut, après, en informer. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait pour les Vosges, en informer la justice. Mais elle-même ne satisfait pas à ses obligations pénales, on est d'accord? Je ne suis pas tout à fait sûre, c'est à voir, puisqu'en fait, comme elle saisit la DGCCRF... Oui, mais c'est la justice, pour le coup, le code de procédure oui, pénale, je sais il bien, est clair. Mais elle peut très bien demander des informations. Là, ce qu'elle a choisi de faire, c'est de demander des informations complémentaires pour... Il posera la question. Voilà, mais ça, il faut lui poser la question. Comme vous l'avez auditionné, c'est pour ça que je me permettais de reposer la question. Je le dis, et je le dis très clairement, elle n'a pas arrêté la production, elle n'a pas arrêté la mise en marché de ces eaux minérales qui n'en étaient pas. Elle n'a pas déclassé les eaux et elle n'a pas généré l'information du consommateur. Elle n'a pas non plus informé l'Europe et la Commission européenne, alors que c'était une obligation de le faire, et c'est pour ça qu'on a eu un audit de la Commission européenne. Si je peux me permettre, excusez-moi, vous dites elle n'a pas informé ça, mais il y a eu des décisions, par exemple, je pense, du préfet du Gard, ou de l'ARS Occitanie, c'est un arrêté, qui a demandé la destruction d'un stock de bouteilles de Perrier. Ça, on est d'accord avec nous? Donc, alors ça, c'est en 2024. Et ça, c'est le préfet qui a demandé de rendre exécutoire cet arrêté. Tout à fait. Ah non, mais il s'est passé des choses. Hein. Il y a des puits qui ont été donc, il y a eu quand même du suivi de certains services de l'État qui ont demandé... Voilà. Ah non, non, il y a eu beaucoup de suivi des services de l'État. Il y a eu des puits qui ont été déclassés. Il y a un puits pour Vittel, un puits pour Contrex, 2 puits pour Perrier qui ont été fermés parce qu'ils ne répondaient pas à la question de la naturalité et donc parce que l'émergence était polluée. Donc il s'est passé des choses. Les services du contrôle de l'État ont fait un travail. Mais ils ont fait ce travail sans arrêter la mise en marché d'une eau minérale qui n'en était pas. Ou même sans la déclasser, ce qui était aussi une option ouverte, dans le transformer en eau de boisson, parce que finalement Perrier a retenu ultérieurement comme une des solutions possibles avec Maison Perrier, avec les questions que vous évoquez. Je me permets aussi de noter que dans le rapport IGAS, les risques sanitaires ne sont pas écartés. Donc en 2021, lorsque le rapport IGAS est produit, l'IGAS évoque encore la possibilité de risques sanitaires. À ce moment-là, en tout cas en termes d'information du gouvernement. Oui, non. D'accord. Alors, juste une question pour avancer sur ce sujet. Vous écrivez dans le rapport une concertation interministérielle sur la question du contre-arbitrage de l'ANSES en réunion interministérielle. Vous écrivez dans le rapport, une concertation interministérielle dématérialisée a lieu le 22 et le 23 février 2023 qui valide cette décision en autorisant les préfets à modifier les arrêtés d'autorisation d'exploitation des eaux minérales naturelles des sites de conditionnement de Nestlé dans les Vosges et dans le Gard afin de mentionner des microfiltrations à un seuil inférieur à 0,8 microns. Vous rappelez que l'ANSES a rappelé elle-même, peu de temps avant cette réunion en janvier, sa position de 2001, qui était favorable à ce seuil de 0,8. Puisque vous avez entendu quelques-uns des ministres là-dessus, comment ont-ils, devant vous, expliqué qu'ils ont pris une décision qui était contraire à la recommandation qui leur a été faite par l'ANSES, qui est l'autorité nationale de sécurité sanitaire, sur le sujet? Alors, quand vous lisez le compte-rendu de la RIM qui a été fait de la réunion interministérielle, il n'est pas dit expressément que l'on peut aller jusqu'à 0,2. Il est dit qu'il faut que les équipes permettent le plan de transformation de Nestlé Waters. Or, c'est dans le plan de transformation qu'il y a cette demande de faire de la microfiltration à 0,2. Mais attention, aujourd'hui, aucun préfet, que ce soit le préfet du Gard ou le préfet des Vosges, n'a autorisé la microfiltration à 0,2. Or, je pense que c'est ce qu'il se fait aujourd'hui, c'est de la microfiltration à 0,2. C'est inscrit
dans la RIM, que ça doit être rendu possible par le plan, enfin, que ça doit être rendu possible par la mise en pratique de ce plan de transformation. Mais par contre, nous n'avons pas, après les auditions des préfets, nous savons que ces demandes sont encore en cours d'instruction aujourd'hui, qu'elles n'ont pas donné des Et à faits. quel niveau elles sont en cours d'instruction? Dans les préfectures. D'accord. Dans les préfectures. Donc ça, je le dis parce qu'il y a quand même... Voilà, il y a quand même une forme de timidité de la part des préfets à appliquer cette... mais je vais répondre à votre question. Est-ce que ce n'est pas du fait que les préfets attendent que le gouvernement, quel que soit le gouvernement, prenne une position? En fait, il y a eu une position qui a été prise en RIM. Il y a eu une réunion interministérielle qui a réuni à la fois le ministre de la Santé et le ministre de l'Industrie, en tout cas de la Consommation, mais sous l'égide du ministre de l'Industrie, et qui accepte qu'on mette en place ce plan de transformation à dans lequel il est écrit le 0,2. Donc, il y a quand même une couverture, j'allais dire une forme de couverture pour l'ensemble des services de l'État de la part de la Première ministre. Et pour poursuivre cette discussion-là, dans votre rapport, vous avez à un moment une audition avec les services de la Commission européenne, je crois, qui traitent du sujet. Dans votre acception, ces microfiltrations à 0,2 qui sont aujourd'hui, nous le savons, pratiquées dans un certain nombre de sites, sont-elles conformes ou non à la réglementation pour vous, européenne? Ah, c'est pas pour moi, c'est pour la Commission européenne. Elles ne sont pas conformes. La Commission européenne écrit noir sur blanc dans son rapport d'audit, la microfiltration à 0,2 contrevient à la réglementation européenne des eaux minérales. Et elle a toujours cours. Elle l'écrit, mais vraiment de manière tout à fait explicite. C'est une phrase du rapport. D'accord. Quand vous dites, monsieur le rapporteur, court, c'est... Enfin, je veux bien faire, excusez-moi de mon rôle de président, pour qu'on soit bien précis, c'est... Pour l'instant, on est plutôt dans une non-décision officielle. Alors, oui, enfin, pour vous, elle court... Pardon, je vais préciser. On est plutôt dans... Il n'y a pas d'autorisation, mais ce que nous comprenons du plan de transformation et de ce qui est pratiqué chez les industriels, arrêtez-moi Madame Gull si je fais une erreur, ce que nous en comprenons, c'est qu'elle a cours au sens où elle est pratiquée. Elle est pratiquée. La directrice générale de Nestlé Waters, mais non validée. Est-ce qu'on est d'accord sur ce que je viens de dire au rapporteur? Je veux que ça soit. Oui. Elle est pratiquée, mais pas validée. Elle est pratiquée. Elle a été en quelque sorte validée lors d'une réunion interministérielle. Mais pas connue. Et pas connue, mais par contre, si les préfets ont eu la réunion, bien sûr que les préfets ont eu les RIM. Simplement, ils ont mis du temps à instruire ce dossier qui était un dossier épineux. Ils ont mis du temps à instruire ce dossier qui était un dossier sensible. Et ils sont toujours en cours d'instruction. Oui, exactement. Et Monsieur le Président, c'est juste pour vous dire, en effet, il y a eu une RIM sur ce sujet, mais la RIM, comme tout le monde dans ce pays, est soumise au principe de légalité. Et donc, si la décision est non conforme au droit de l'Union, évidemment, ça pose une question du point de vue du principe de légalité. Peut-être pour vous poser une dernière question sur, évidemment, quand on est dans une mission flash, on peut avoir des regrets sur les auditions qu'on n'a pas pu faire ou les documents qu'on n'a pas pu demander. Est-ce que vous avez des conseils pour notre commission d'enquête, en vous disant tout de suite que sur la question de la traçabilité chez Nestlé dans le Gard, nous avons prévu une visite avec le président Burgois pour aller regarder les choses de près sur précisément cette question de la traçabilité entre les eaux Maison Perrier et l'eau minérale naturelle. Alors moi je pense aujourd'hui que la DGCCRF est très au fait de l'ensemble des pratiques du secteur. Et en fait, en réalité, elle a non seulement daté la fraude, elle date la fraude à il y a plus de 15 ans, donc c'est 15 années de fraude quand même pour Nestlé Waters. Elle chiffre la fraude, c'est une fraude qui est chiffrée à 3 milliards d'euros, donc ça c'est chiffré par le service national d'enquête, et elle fait un certain nombre de rapports, donc je pense que la DGCCRF est vraiment un des services qu'il faut auditionner et pour lequel il faut obtenir l'ensemble des rapports qui ont été faits sur Nestlé Waters et sur les autres sujets, parce qu'ils ont aussi enquêté sur Alma et sur Cristalline, donc voilà. Moi, je vous propose, il y a deux collègues qui ont des questions, qui posent la question. Moi, je donnerai une aussi, elle va être très rapide me concernant. Vous avez parlé
des contrôleurs des contrôles, donc ce sont les agents de l'ARS de chaque département qui sont les contrôleurs. Est-ce que vous pensez, chers collègues, que ces personnes-là ont la compétence et l'expérience adéquate par rapport au sujet de la filtration des eaux minérales? Ma question, et puis il y a Mme Nick qui avait une question, et M. Gillet, donc si vous posez l'un et l'autre votre question, et après notre collègue y répondra. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'avais une question qui fait écho à la fois au tout début de votre propos introductif et à la toute fin de votre dernier propos. Madame Guhl, vous avez mentionné au début et à la fin Alma et cristalline. Vous n'en reparlez plus, sauf erreur de ma part, dans le rapport. J'aurais voulu savoir pourquoi. Étant précisé, me semble-t-il, de ce que j'ai pu lire, en tout cas dans la presse, que ça n'est pas cristalline qui est concernée, même si les sources Alma le sont. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire à la fois pourquoi vous les mentionnez et pourquoi, en même temps, ils n'apparaissent pas dans votre rapport? Merci. Gillet, comme ça. Oui, juste pour moi une précision, je ne suis pas un hyper-technicien, mais les décisions qui ont été prises au niveau de la réunion interministérielle ne se sont pas adossées sur une procédure type de décret, arrêté, circulaire. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'éléments à caractère juridique qui peut être attaquable et opposable, on est simplement sur une conclusion d'une réunion interadministrative qui ne peut pas s'imposer en termes de droit. Et donc ça, c'est une position de fond. C'est une position de fond. Ça veut dire que, à partir de là, on tente de faire appliquer une microfiltration qui, de toute manière, ne s'appuie sur aucun acte juridique en tant que tel de la part de l'État. Donc, est-ce que mon interprétation est fausse? Si vous pouvez répondre à ces trois questions, ma chère collègue. Pardon, ça c'était pour votre question. Pour la question Alma et cristalline. Donc Alma a été effectivement initialement au même titre. Non, d'ailleurs avant Nestlé Waters, dès 2020, il y a un lanceur d'alerte d'Alma qui dénonce des pratiques de filtration non autorisées sur les eaux cristallines. Il y a eu très rapidement une instruction judiciaire de ce dossier en juillet 2021. Et donc, très vite, c'est passé à la justice. Et ça n'est pas passé, j'allais dire, auprès des ministres, dans les services de l'État, etc. Donc, très vite, c'est passé à la justice. Et c'est pour ça que nous, on s'est concentré sur ce qui relevait d'une défaillance de l'État. Et donc, comme il y a eu un contact avec une ministre, etc., on s'est concentré sur ce sujet-là. Votre micro, s'il vous plaît. Demander si la justice suivait encore son cours, étant précisé encore une fois que moi j'ai lu dans la presse que ça ne concernait pas cristalline. Oui, peut-être qu'il y a un autre, scandale, puisque je l'ai lu aussi dans la presse récemment, mais là en 2020, ça concernait cristalline. Et alors, moi j'ai rencontré le minéralier qui lui m'a dit ça a été très ponctuel et nous avons maintenant arrêté, tout est terminé. Alors est-ce que ça a été jugé ça, je vous avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas si Sophie Sidem, qui est présente, on le vérifiera, le sait. Puisqu'on doit se voir jusqu'au 20 mai prochain. Donc, oui. Voilà.
Peut-être ma question rapidement pour qu'on puisse... Et votre question, alors moi je ne suis pas en capacité de juger de la compétence de contrôle, que ce soit des ARS ou de la DGCCRF, mais en tout cas ce que j'ai vu des agents de l'État qui étaient très concernés, qui étaient très consciencieux et qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Donc je n'ai pas dû, et je le dis ici parce que on a beaucoup, l'État est beaucoup mis en cause et à juste titre parce que les décisions n'ont pas été prises. Mais moi j'ai trouvé que les organes de contrôle ont fait beaucoup de travail qui leur ont été demandés. Ils ont fait beaucoup de contrôles sur place, inopinés, etc. Et donc j'ai l'impression qu'ils ont été en capacité de tirer un certain nombre de conclusions puisque la question de la non-traçabilité vient de ces contrôles qui ont été faits. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont en capacité de le faire. Après, je pourrais répondre également à votre question par l'avis de la Commission européenne qui, elle, dit quand même que nos contrôleurs n'étaient pas en capacité de déceler l'ensemble des fraudes et qu'il y avait peut-être une formation plus importante à avoir, si ça répond à votre question. Écoutez, merci beaucoup, Madame Gull, pour ce temps d'échange et cette audition sur votre rapport, qui pour nous est une bonne base de travail. Je trouve que ça aura permis d'éclairer également notre commission et nous allons passer à l'audition suivante. Merci beaucoup.